Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Présentation thématique de la production romanesque nigérienne. Le fait littéraire n'est pas le produit d'un acte gratuit, qui se situerait en dehors du temps et de l'espace et ne s'expliquerait que par le génie créateur d'une individualité aux prises avec une réalité qui la détermine, impliquée dans un environnement social et historique face auquel elle réagit et sur lequel elle agit à son tour. L'acte littéraire est donc un fait éminemment social et réductible à un texte nu, un système clos, n'ayant sa signification et sa justification qu'en lui-même. Réduire le culte du texte à un formalisme abstrait, c'est nier sa fonction idéologique et sociale. Sido Issa, La problématique littéraire en Afrique, les responsabilités de l'écrivain africain, colloque sur la littérature africaine au Festival de Lagos, Nigeria 1977. Introduction. La littérature nigérienne, à l'instar de toute la littérature africaine, accorde une grande place à la thématique. L'écriture devient dans les mains des écrivains un instrument de lutte à travers lequel ils s'identifient à leur peuple en prenant en charge ses préoccupations, ses joies, ses angoisses et ses espoirs. Cette fonction de la littérature n'est pas nouvelle en Afrique, car avant même l'avènement de l'écriture, la littérature orale était le miroir de la collectivité, en ce sens qu'elle véhicule toutes les idées nécessaires à l'évolution harmonieuse du peuple. Cette fonction de reflet de la société, cette détermination des créateurs à prendre en charge les préoccupations du groupe, la littérature orale va la léguer à la littérature africaine écrite qui, depuis sa naissance, va s'inspirer de la réalité et prendre en charge tous les maux qui minent l'Afrique. Donc, depuis leur début jusqu'à nos jours, les écrivains africains se sont révélés artisans d'une lutte surtout politique, à travers une thématique qui s'inspire essentiellement du colonialisme et de la déception qui découle des injustices des régimes africains installés après les indépendances. Cependant, si l'on est parvenu, comme le fait habilement Jacques Chevrier dans les versions chaque fois enrichies de littérature nègre, à réaliser une typologie thématique du roman africain, celle-ci ne caractérise pas souvent le roman nigérien, surtout du point de vue chronologique. On peut ainsi voir l'écho nigérien du désenchantement chez tous les romanciers qui s'attaquent aux institutions de l'Ancien Régime, alors que les œuvres de Boubou Hama ou de Mamani Abdoulaye peignent la colonisation, mais d'une manière anachronique par rapport au courant romanesque africain qui avait les mêmes préoccupations. Et d'un point de vue général, beaucoup de romanciers regroupent plusieurs thèmes qui appartiennent à des tendances différentes dans les typologies africaines, souvent ramenés essentiellement aux conflits culturels, négritude, à la révolte anticoloniale et au désenchantement, satire des nouveaux régimes amorcés à partir des années 70. Aussi, nous avons tenté un regroupement qui nous permette de passer en revue les grandes lignes thématiques de la production romanesque nigérienne en respectant l'attitude éclectique des romanciers par rapport à la thématique globale du roman africain. Chapitre 1. Le roman colonial. Par roman colonial, nous ne faisons nullement allusion à cette veine romanesque africaine représentée essentiellement par des noms africains comme Pierre Loti, ou encore les frères Tarot, et qui se caractérisait par une peinture exotique de la société coloniale africaine. Dans notre perspective de l'étude de la production romanesque nigérienne, le roman colonial concernerait plutôt les romans qui s'inspirent de l'époque coloniale, comme sujet principal ou comme thème secondaire. Même de ce point de vue, la thématique coloniale est quelque peu anachronique dans la mesure où la production romanesque nigérienne est postérieure à l'époque coloniale. En général, les romanciers africains se sont inspirés de l'époque coloniale à travers deux veines essentielles. Les premiers ont privilégié l'expérience du déchirement culturel engendré par la prise de conscience d'une situation de métissage culturel, péjorativement perçue comme une acculturation. Par contre, d'autres verront plutôt la marque d'une certaine civilisation de l'universel, très positive sur le plan culturel parce qu'elle suppose une double appartenance enrichissante. L'enfant noir de Kamara Lay, l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane représentent des exemples incontournables de cette veine romanesque africaine la plus souvent reflétée dans des œuvres autobiographiques. L'autre groupe de romanciers qui s'inspire de l'époque coloniale va lui s'attaquer à la colonisation dans ses principes et son application. Il s'agit de la veine anticolonialiste de la production romanesque africaine.
Dans la production romanesque nigérienne, certainement parce qu'elle prend naissance après l'indépendance, on ne retrouve quasiment pas les traces de l'écho lyrique du déchirement culturel des aînés. Cependant, la tendance anticolonialiste y est assez marquée, moins par le nombre des romans qui en font leur première préoccupation, que par l'omniprésence du thème même chez des romanciers essentiellement portés sur les problèmes contemporains. Ainsi, seule Saraounia d'Abdoulaye Mamani va montrer l'anticolonialisme comme sa première préoccupation, et même dans ce cas nous aurons l'occasion d'aller au-delà du premier sens du texte pour montrer la limite de son anticolonialisme. L'anticolonialisme va quand même être largement présent dans la production romanesque nigérienne, sous forme d'évocations épisodiques qu'il convient d'analyser. Le roman colonial, c'est également l'œuvre coloniale de Boubou Hama qui se veut négritude, dans le sens d'une affirmation de la culture africaine, nigérienne. Cependant l'aspect négritude n'est réellement présent que pour permettre au romancier de dresser un pont entre la mesure européenne et la mesure africaine, pour une conciliation ou une réconciliation. 1. La dénonciation anticoloniale. Le thème de l'anticolonialisme revêt dans le roman nigérien deux grandes particularités, établissant d'ailleurs un rapport de causalité entre elles. Il s'agit d'abord de l'anachronisme du thème qui a priori, ne doit plus être une préoccupation dès lors que l'indépendance a été acquise. En effet, on peut à juste titre se demander pourquoi le thème revient chez des romanciers contemporains appartenant à une société nigérienne en pleine mutation entre ses traditions ancestrales et la culture occidentale, et qui de ce fait ne manque pas a priori de thèmes plus actuels. La réponse à ce constat nous est implicitement donnée par les romanciers, et correspond à la deuxième particularité du thème de l'anticolonialisme à laquelle nous faisons allusion. Il s'agit du caractère sporadique du thème à travers la production romanesque nigérienne. Le thème de l'anticolonialisme est donc démodé, sa présence sous la plume des romanciers suscite donc légitimement certaines interrogations dont celle qui nous intéresse ici, c'est-à-dire, comment le romancier nigérien traduit-il sa dénonciation anticoloniale dans l'univers romanesque ? Cependant, avant cela, il nous semble opportun de savoir que la plupart des romanciers n'avaient connu l'époque coloniale qu'à sa fin. Même Boubou Hama, qui appartient à la première génération nigérienne, avait à peine 11 ans lorsque le Niger devenait en 1922 colonie française d'Afrique occidentale. Ainsi, chez beaucoup de romanciers, la dénonciation anticoloniale fonctionne moins comme la révolte contre une situation vécue que le mauvais souvenir de certaines images qui ont traumatisé le Nigérien, surtout le paysan, villageois, peut-être aussi parce qu'il les identifie au comportement de certains dirigeants post-coloniaux. 1. L'évocation de la figure du colonisateur. Curieusement, malgré la permanence du thème de l'anticolonialisme, le roman nigérien évoque rarement le personnage du colonisateur. Nous ne le trouvons exactement que dans Saraounia d'Abdoulaye Mamani et dans Caprice du destin de Mahamadou Alilou. Chez Mamani, il ne s'agit pas de la colonisation en tant que telle. Le roman raconte des événements qui remontent à l'époque des missions de reconnaissance et de pacification du territoire nigérien. La figure qui nous intéresse ici est celle du capitaine Voulet qui, dans le roman de Mamani, commande justement une mission de pacification constituée de quelques soldats français et de tirailleurs sénégalais. Le portrait du capitaine Voulet est important, non seulement parce qu'il traduit l'essentiel de l'anticolonialisme du roman, mais en plus parce que Mamani construit avec ce personnage une figure qui symbolise tous les traits négatifs communément attribués au personnage du colonisateur, tous ces éléments satiriques qui en font un mythe dans la littérature anticoloniale africaine. Il est entendu que le procédé essentiellement utilisé est la caricature, dont la marque chez le personnage du capitaine Voulet est plus clairement perceptible dans son langage. En effet, lorsque l'on fait une analyse des mots et expressions utilisés dans le langage du capitaine Voulet quand il évoque les populations autochtones, on aura salaud, bougnoul, fripouille, zèbre, sale nègre, con, andouille, crétin, couillon, etc. De même Saraounia sera la salope ou la maudite sorcière, tandis que les rois seront des zèbres ou des roitelets, contrairement d'ailleurs au discours du narrateur, à travers lequel Saraounia est désignée soit comme la reine magicienne, soit comme la reine des Asnas.
Cette caricature faite autour de la figure du colonisateur dans le roman Saraounia s'insurge contre certains principes de la colonisation, notamment celui de la table rase, qui, en refusant aux populations autochtones une civilisation et une culture, avait déjà donné aux poètes de la négritude la matière de leurs œuvres, non pas comme une réaction anticoloniale en tant que telle, mais comme une affirmation de la culture nègre au nom de la relativité. Pour Abdoulaye Mamani, le colonisateur, imprégné des préjugés du principe de la table rase, adopte un complexe de supériorité envers les populations autochtones au point de les mépriser et même de les déshumaniser. Il va donc, en guise de dénonciation, nous proposer un portrait du capitaine Voulet qui montrerait ce côté marqué par les préjugés. On retrouve le même comportement chez un autre officier français, le docteur Henrique. Cependant l'anticolonialisme de Mamani est tout sauf passionné, et le romancier semble dire qu'il y a de bons et de mauvais administrateurs coloniaux. En effet, contrairement à Voulet ou Henrique, le grand commandant de Say, lui, montrera plutôt un comportement mesuré, d'autant plus marqué que toutes les actions de la mission passent dans le roman pour être la traduction de l'insubordination d'un officier à l'autorité coloniale supérieure. Parallèlement à cette image du méchant, la figure du colonisateur telle qu'elle apparaît dans Saraounia en fait un destructeur. À ce niveau, la construction du roman est tout à fait révélatrice. L'action principale s'articule autour de la bataille que la troupe dirigée par le capitaine Voulet s'apprête à mener contre Lougou, la cité des Azna et de leur reine Saraounia. Néanmoins le roman s'ouvre sur la destruction de la ville de Kalgo, qui correspond à l'étape précédente de la troupe. Il s'agit d'une description suffisamment noire, qui montre une ville détruite, en ruine, et qui annonce très exactement la description de la ville de Lougou en fin de récit après la défaite de la reine. Là encore, nous avons une dénonciation de la colonisation dans ses principes, notamment celui qui en faisait une œuvre de bienfaisance. Si le roman ne nous le dit pas ouvertement, il nous laisse deviner clairement que la suite du trajet de la troupe du capitaine Voulet sera également jonchée de cadavres et de ruines comme Lougou et Kalgo. À la différence de Saraounia, Caprice du destin reflète une société nigérienne en pleine époque coloniale, exactement au moment où le pays était une colonie française, puisque le roman montre que chronologiquement, cette époque précède d'un temps relativement court le référendum de 1958 à la suite duquel le Niger deviendra une république indépendante en 1960. Dans le roman de Mahamadou Alilou, il n'y a que 2 personnages français, le gouverneur Goumeb et sa femme. L'essentiel de ce que nous saurons de ces 2 personnages nous est donné sous la forme d'un récit au second degré, lorsque le gouverneur envoie en prison Casco, le personnage principal, pour raison d'impertinence à son égard. Parmi les traits sous lesquels apparaît la figure de Goumeb, nous découvrons là encore le même mépris pour les populations autochtones, comme le fait remarquer à Casco son compagnon de cellule. Jeune homme, le mépris de Goumeb pour le noir surpasse l'entendement, et son épouse constitue le comble de la négrophobie. Et c'est à travers des anecdotes dont Goumeb et sa femme constituent les personnages principaux que le vieil instituteur justifie son propos. Cependant, à la différence de Mamani, chez Alilou la figure du colonisateur est tournée au ridicule et au grotesque. Ainsi on apprend qu'à la mort du chien de Goumeb et de sa femme, des funérailles avaient été organisées comme s'il s'était agi de la mort d'une personnalité importante. Au moment de le descendre dans le tombeau, Birga ordonne aux clairons de jouer la sonnerie aux morts et les gardes présentèrent les armes. Goumeb salue militairement, pendant que les fonctionnaires observaient un silence total. Mais dès qu'on descendit le cadavre dans la fosse, Madame éclata en sanglots. Les fonctionnaires et les gardes en firent autant tandis que Goumeb de son joli mouchoir essuyait les larmes perlantes à ses joues. Hormis le cas du capitaine Voulet et de Goumeb, on ne trouve aucun cas de dénonciation anticoloniale autour de la figure du colonisateur. Les quelques romanciers anticolonialistes nigériens s'appuient donc moins sur le colonisateur que sur le système colonial, peut-être aussi parce que la plupart du temps la dénonciation porte sur d'autres personnages. 2. Le chéchia rouge et l'impôt, une image coloniale indélébile. De l'époque coloniale, le souvenir le plus vivace encore dans l'esprit du Nigérien est celui de l'impôt associé à l'image de ceux qui avaient pour fonction de le collecter, notamment les chefs de village et les chéchias rouges. L'expression chéchia rouge,
servait à désigner le tirailleur dans les langues nigériennes en référence à la tenue que portaient les anciens soldats coloniaux, et qui était toujours assortie d'un long bonnet rouge. Après les campagnes de pacification, les tirailleurs deviendront des gardes de cercle sous les ordres du commandant colonial auprès duquel ils feront fonction à la fois de force de protection et de répression. Si l'image du colonisateur est quasiment absente dans la production romanesque nigérienne, aucun romancier n'hésite par contre à évoquer celle du tirailleur ou garde de cercle en rapport avec la cruauté et la terreur qu'il symbolisait pendant l'époque coloniale. Cette époque, chez nous, était celle des abus de la part des Blancs nos maîtres, mais aussi et très paradoxalement de la part de nos propres frères noirs que couvrait une gigantesque aile blanche et qui se croyaient de ce fait tout permis. Le récit que vous allez entendre, Dieu m'est témoin, m'a été raconté par Gouahri le tirailleur lui-même, avec force arrogance à une époque où il lui était impensable que le blanc, pauvre oiseau migrateur, partirait un jour pour toujours de cette terre africaine, l'abandonnant, lui Gouahri, son fils adoptif, sans tenue, sans chéchia, sans fusil et sans cravache, seul et sans protection comme aujourd'hui, livré au sévère jugement des hommes. Le récit que le vieux personnage annonce retrace une des innombrables scènes de cruauté commises par Gouahri, le tirailleur représenté dans Wey de Lou d'Ada Boureima. C'est exactement la même démarche chez tous les romanciers. L'image du tirailleur se fonde sur une description satirique de ses actions. Déjà avec Abdoulaye Mamani dans Saraounia, nous découvrons la toute première image du tirailleur, puisqu'elle va être construite en rapport avec le premier rôle qu'avait joué ce personnage, la participation à la campagne de pacification des populations autochtones préalable à l'occupation coloniale. 1 à 1, les mercenaires de la colonne émergent des buissons où ils ont forniqué toute la nuit avec les captifs passifs comme des rogniers. Ils sont fourbus mais satisfaits, traînant d'une main leur long fusil à la baïonnette rouge de sang et de l'autre, leur malheureuse victime à moitié morte de peur et de douleur. Cette peinture du tirailleur procède d'une double intention satirique. Bien sûr, la dénonciation anticolonialiste est nettement perceptible. Cependant, Mamani s'indigne également des actes des tirailleurs qu'il désigne justement par mercenaires, rien qu'en rapport avec leur origine africaine. Il s'agit du même comportement paradoxal que notait le vieux personnage dans notre exemple précédent. En effet, narration et dialogue vont nous montrer que les tirailleurs sont tous des Bambara, donc des Africains, ce qui leur vaudra un mépris particulier non seulement aux yeux de l'auteur mais également chez les personnages autochtones. Wey de Lou nous montre à cet effet une scène qui traduit avec exactitude le sentiment des villageois à l'égard du tirailleur. Dès qu'ils sont informés de l'indépendance du pays, les habitants de Toulouse décident spontanément de mener une action punitive contre l'ex-tirailleur Gouahri, pour se venger de toutes les injustices commises par le personnage durant l'époque coloniale qui vient de prendre fin. Mais l'action des villageois ne vise pas simplement le châtiment de l'agent colonial qu'était Gouahri. Il s'agit avant tout pour les habitants de Toulouse d'une occasion pour se faire justice contre les traîtres, ceux qui ont aidé le blanc à les voler. Pour Mamani donc, le tirailleur est d'abord un traître pour s'être mis du côté du colonisateur. Cependant, le personnage n'est qu'un simple agent au service du colonisateur. Il faut donc voir dans la cruauté des actes du tirailleur un prétexte à la dénonciation anticoloniale. On parle surtout de la cruauté des Noirs qui accompagnent les Blancs, des grands hommes aux dents taillées en pointe de flèche. Les Nassaras, les Blancs les lâchent comme des chiens enragés sur les populations vaincues. Alors s'organise un véritable carnage suivi de viols et de pillages. D'autre part, pour rehausser le moral de sa troupe, le capitaine Voulet n'a jamais eu à travers tout le roman un autre argument que l'évocation du butin amassé. Ce qui ne va pas manquer de ternir l'image de la mission de pacification dont l'objet consistait avant tout en la signature de traités de paix avec les populations autochtones. Puisque nous avons remporté la victoire, nous avons ramassé toutes les richesses de Saraounia. En voici une partie et chacun aura sa part. Vous aurez de jolis pagnes pour vos moussos, femmes. Vous aurez de jolis tissus de soie ou de velours. L'image à travers laquelle apparaît le tirailleur chez Mamani est donc celle d'un traître, d'un personnage impitoyable, cruel et avide de gain, en somme d'un personnage en tout point négatif. Ce sont également les mêmes traits que l'on retrouve chez le personnage du garde de cercle après l'installation effective de l'administration coloniale,
sauf que cette fois-ci l'introduction de l'impôt va contribuer à rehausser une image plus tragique encore de l'époque coloniale. Pour le Nigérien en effet, l'époque coloniale est avant tout symbolisée par l'image de l'impôt qui reste toujours tragique, que les populations parviennent à s'en acquitter ou pas. Ainsi, si payer l'impôt entraîne le paysan à exposer sa famille à la disette en vendant sa récolte de mil dont chaque grain lui aurait coûté des millions de gouttes de sueur, sa non-perception entraîne fatalement les représailles du garde de cercle. On devine alors aisément que l'image de l'impôt va fonctionner chez le romancier nigérien comme un instrument précieux de dénonciation anticoloniale. Chez tous les écrivains africains en général, l'anticolonialisme réside essentiellement dans la perception de la colonisation comme une gigantesque manœuvre occidentale visant à dépouiller le continent africain de ses richesses. Seulement, si cette perception du fait colonial est unanimement admise comme une profonde conviction, il reste que chaque romancier est tenu de la justifier afin de rendre sa dénonciation plus probante. L'évocation de l'image de l'impôt dans le roman nigérien n'est pas étrangère à ce désir d'argumentation ou de justification qu'affichent les romanciers anticolonialistes, et qui est nettement traduit chez Ada Boureima à travers la voix d'un personnage de Wey Delou, qui, devant la tyrannie de cet homme, le garde-cercle n'a frémi. Cet homme qui venait nous prendre sans nous laisser un sou, notre argent, amassé au prix de 1000 sacrifices. Une fortune qu'il envoyait à son dieu blanc pour construire des avions, des bateaux, des grandes maisons et autres objets malfaisants dont il se servait souvent contre nous. Cependant, d'un point de vue général, l'impôt utilisé comme prétexte à la satire coloniale dans le roman nigérien importe moins par sa destination que par les conditions de sa perception. La démarche chez la plupart des romanciers consiste à associer l'image de l'impôt à celle de son cruel percepteur, le garde de cercle. Ils parviennent ainsi à mettre en évidence la tragique situation d'une population autochtone paysanne, à laquelle est imposé le cruel choix d'accepter de se sacrifier en s'acquittant de l'impôt, ou bien de subir les sévices et les humiliations du garde de cercle. Ainsi, de la voix d'Amadou, le personnage principal d'Aboki, on apprend qu'à une époque où les pluies irrégulières ne permirent que de médiocres récoltes, entraînant la famine dans la région, sa famille va être victime de la plus grande humiliation qui lui soit jamais arrivée. En effet, le père de notre personnage sera giflé et roué de coups en public parce qu'il n'avait pas été en mesure de réunir le montant de l'impôt. Je me mis à pleurer à chaudes larmes à la vue de ce spectacle déshonorant. Ma mère, mes frères et mes sœurs en faisaient autant. D'ailleurs, que pouvions-nous faire face à ces représentants de l'autorité, qui avaient pour eux la force et le droit? Dans le roman de Mahamadou Alilou, hormis sa contribution à la satire anticoloniale, l'image de l'impôt devient également un important élément dramatique puisque c'est l'humiliation infligée aux siens qui entraîne le départ d'Amadou encore très jeune vers le monde incertain de l'émigration. On retrouve la même motivation à la base du départ de Gambo en exode dans Wey Delou. Après seulement 2 lunes, je revins au village et remis au chef 2 ans d'impôt pour toute la famille. En tout état de cause, le romancier nigérien privilégie la dénonciation anticoloniale en s'inspirant essentiellement de l'image de l'impôt. Cependant, même les romans contemporains l'évoquent souvent, même si leurs préoccupations portent plus sur les problèmes sociopolitiques contemporains. Ainsi Ali Yobo, le personnage principal de 15 ans ça suffit, assistera comme Amadou à la terrible scène d'humiliation de son père. Après avoir été giflé, faute d'avoir payé la totalité de l'impôt, il vit son père enchaîné, encadré par 2 gardes-cercle hilars et brutaux. Ce qui le frappa surtout, ce furent les chéchias écarlates couleur de sang. Ainsi le symbolisme des enfants se plaît-il à associer certaines couleurs à certaines douleurs. Dans ce cas encore, il s'agit certes d'une dénonciation anticoloniale, cependant dans une moindre mesure, en ce sens que le romancier n'utilise cette scène que pour mettre plus en valeur la dénonciation politique de l'époque contemporaine. La dénonciation anticoloniale fonctionne dans ce cas comme un prétexte qui permet à l'écrivain de traduire le sentiment de non-changement lié aux indépendances, et que l'on a appelé encore désenchantement ou désillusion. Assurément, l'anticolonialisme chez les romanciers nigériens se manifeste exclusivement à travers l'image de l'impôt, et celle du tirailleur qui n'apparaissent d'ailleurs que sous la forme d'évocations singulières et épisodiques. En fait, le roman nigérien est essentiellement le produit d'une société contemporaine,
dont il privilégie légitimement les préoccupations. Il semble donc que seule l'œuvre d'Abdoulaye Mamani porte en elle l'écho de cet anticolonialisme du roman africain, auquel nombre de critiques ont accordé souvent une trop grande place dans leurs études. Il est donc opportun de voir comment Sarah Ounia exprime cette tendance anticolonialiste d'Abdoulaye Mamani. 2. Sarah Ounia. Révolte à NTICOLONIALE et exaltation de la vengeance. Pour écrire Sarah Ounia, Abdoulaye Mamani a puisé dans l'histoire récente du Niger, notamment vers la fin du XIXe siècle, pendant que se poursuivaient les missions coloniales de reconnaissance et de pacification du pays. La trame romanesque tourne autour d'une reine magicienne, Sarah Ounia, qui aurait montré une farouche résistance contre l'occupation coloniale. Cependant, l'auteur même s'en défend. Sarah Ounia n'est pas un livre d'histoire, c'est une histoire romancée qui me donne la latitude d'écrire ce que je veux. Et ce que veut Mamani, le romancier nigérien le crie sans aucune ambiguïté, il s'agit de créer une œuvre dans la mouvance de la littérature engagée, en procédant à ce qu'il appelle une décolonisation de l'histoire. Mais Sarah Ounia est avant tout un roman de la vengeance. Vengeance de la résistante anticoloniale, mais aussi de l'authentique Azna contre le djihad de Sokoto. 1. Source d'inspiration. Sarah Ounia s'inspire d'un fait survenu sur le trajet d'une colonne française dirigée par le capitaine Voulet à destination du lac Tchad, où elle avait pour mission de s'opposer à un aventurier arabe, Rabat. La mission Voulet-Chanoine, des noms des deux officiers français, quitte Ségou, capitale de l'ancien Soudan actuel Mali, le 2 janvier 1899 et traverse successivement les pays Mossi, Gourma, Zarma et une partie du pays Aoussa. En fait, contrairement aux directives du haut commandement colonial qui recommandait la signature de traités d'amitié et de paix avec les populations autochtones, le capitaine Voulet et sa légion de tirailleurs sénégalais multipliaient plutôt des massacres sur leur chemin. Le haut commandement colonial français, avisé de l'insubordination du capitaine Voulet, va envoyer une autre mission qui aura cette fois l'ordre de stopper la mission Voulet-Chanoine et d'arrêter les officiers insubordonnés. Les deux missions vont s'affronter dans une lutte fratricide sanglante au cours de laquelle les hommes du capitaine vont se rebeller et assassiner l'officier. Il fut enterré à Maïjirgui, un village situé à l'est du Niger, à environ 20 km de la ville de Tessawa. En gros, nous avons là le résumé de la mission historique Voulet-Chanoine telle que la rapportent les livres d'histoire comme Le Grand Capitaine, qui constitue l'une des sources d'inspiration livresques utilisées par Abdoulaye Mamani. Cependant, ce n'est pas en réalité la mission Voulet-Chanoine dans son ensemble qui intéresse le romancier nigérien. L'auteur du Grand Capitaine va consacrer un paragraphe dans son livre à un fait de moindre importance intervenu sur le trajet de la mission. Une sorcière dénommée Sarah Ounia aurait décoché quelques flèches sur la mission avant de se sauver dans la brousse, chassée par quelques coups de feu. Pour Mamani, néanmoins, s'il y a eu des coups de feu, donc il y a eu velléité de résistance. Cela suffit comme matière à écriture pour un romancier dont le premier sentiment était de venger cette femme. Car si Sarah Ounia a existé, admet Mamani, elle n'a pas fait grand-chose, c'eût été trop beau à l'époque qu'une reine puisse faire tout ce qui a été écrit dans le roman. La deuxième source du romancier vient des chroniqueurs indigènes, qui vont naturellement raconter la résistance de Sarah Ounia comme un haut fait héroïque à l'image de toutes les attaques d'armées autochtones qu'elle avait repoussées pour défendre Lougou, sa cité. La démarche d'Abdoulaye Mamani se veut donc celle d'une révolte anticoloniale qui transfigure l'histoire. Sarah Ounia ne sera plus la sorcière, à laquelle fait allusion le Grand Capitaine, mais la grande reine des Azna. Et de sa défaite sur le champ de bataille, l'idéologie fait une victoire contre la colonisation française, mais également contre l'endoctrinement religieux de l'Empire islamique de Sokoto. 2. Décoloniser l'histoire. Pour Abdoulaye Mamani, Sarah Ounia s'inscrit dans l'itinéraire d'un refus, celui de l'occupation coloniale. Il faut, dit-il, décoloniser l'idée que l'histoire coloniale se faisait de la Sarah Ounia. Par exemple, les écrits disaient la sorcière, moi je dis la reine magicienne. Il ne fallait pas qu'on croie que c'est une sorcière. J'ai attribué un tas de faits à Sarah Ounia, qui sont loin de la vérité. Ainsi la première marque de cette décolonisation de l'histoire,
prônée par le romancier nigérien va tout simplement consister à magnifier l'image de la Saraounia. On le remarque déjà au niveau du portrait, qui n'hésite pas à prendre la démarche souvent utilisée dans les légendes et les épopées. Il faut penser à l'enfance toute singulière de la jeune fille dont la mère meurt en couche et qui doit être allaitée par une jument. N'oublie jamais, ma fille, que tu n'as pas été nourrie de lait humain. Aucune femme ne t'a donné à téter. Le roman nous rapporte qu'en plus Saraounia a été élevée par Dawa, un homme, mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un sage qui l'initia non seulement aux secrets de la nature, mais aussi à la guerre, tout en lui prodiguant des conseils de sagesse ancestrale. Rien du personnage n'échappe en fait à la peinture idéalisatrice de Mamani. Ainsi, à 10 ans, Saraounia n'était-elle pas déjà une belle fille aux formes voluptueusement naissantes, aux grands yeux, adoucis. Un cou long et si gracile qu'on le croirait prêt à se rompre à chaque mouvement de la tête. Cependant, c'est bien plus à travers l'image de la reine guerrière et magicienne que Mamani manifeste son intention de revalorisation, qui peut s'entendre aussi comme s'inscrivant dans le mouvement de la négritude, mais de façon beaucoup plus agressive que la simple réhabilitation d'une civilisation africaine que l'on peut observer chez un Senghor. Chez le romancier nigérien, la réhabilitation de Saraounia fonctionne également comme celle des valeurs autochtones. Cependant, elle n'est opérée qu'en prélude à l'affrontement militaire entre la mission Voulé-Chanoine et les Azna, qui se veut aussi d'une manière métaphorique comme le conflit entre la colonisation occidentale et la résistance autochtone. Ainsi, à la reine du petit village de Lougou, Mamani donne dans son roman un trône dans un royaume. Il n'hésite pas en effet à faire appel à la structure politique des grands royaumes de l'Afrique traditionnelle, à l'image de ceux du Moro-Naba, le royaume Mossi actuel Burkina Faso et du Damagaram Niger, qui ont la caractéristique de comporter des structures politiques très proches de celles de l'État moderne, ministre des Finances, de la guerre, etc. Et justement, sur le plan militaire qui constitue l'élément principal du roman, les Azna de Saraounia n'apparaissent pas comme un groupe armé de flèches et de lances comme dans la réalité historique. Il sera plutôt question d'une armée puissante, disciplinée et bien structurée, à laquelle le roman oppose volontiers la horde sauvage constituée par les tirailleurs du capitaine Voulet. L'armée de la Saraounia, comme il s'impose de l'appeler en fonction de la description à touches successives que donne le roman, est avant tout dirigée par un redoutable chef de guerre, Baka, que son esprit chevaleresque pousse à reprendre les armes dès l'instant où il apprend que sa reine et amante est sur le point d'opposer une résistance que l'auteur veut farouche contre la mission coloniale. Quant aux guerriers, hormis leur courage qui revient très souvent sous la plume du narrateur, ce sont les royaumes voisins, notamment ceux du Gobir, de l'Arewa et surtout de Sokoto, qui nous apprendront qu'ils s'organisent en escouades d'hommes rompus aux métiers d'armes les plus diverses, dont 2000 archers entre autres, et même des fusiliers. Nous apprendrons également que la cité royale de la reine comprend une muraille munie de lourdes portes de fer. Les exemples sont nombreux et concourent tous à nous donner une image remodelée de la reine et de son univers, en tout point différente de ce qui a réellement existé. Abdoulaye Mamani reconnaissait d'ailleurs lui-même qu'il n'aurait certainement pas écrit son roman s'il avait connu la Saraounia et la région dans laquelle se déroule l'action, argumentant que le romancier, c'est celui qui crée quelque chose qui n'existe pas. Je suis cartésien, je ne crois pas en ces choses-là, convie le romancier nigérien à propos de la magie. Cependant, pour conforter la figure de magicienne attribuée à la Saraounia, Mamani n'hésitera pas à réhabiliter cette autre dimension du personnage, simplement par opposition à la perception de la mission qui en fait une sorcière sauvage. À plusieurs niveaux du roman, en effet, les tirailleurs sont pris d'épouvante rien qu'à l'évocation du nom de la Saraounia, qu'ils appellent Osinkomo Musso, c'est-à-dire la femme fétiche. Ainsi, avant d'attaquer la cité royale de Lougou, le capitaine Voulet envoie des éclaireurs dont le compte-rendu est toujours le même. Ça pas la peine continuer. Village Lougou protégé par Djinn, génie. Tout le pays connaît Saraounia. Tout le monde y a peur lui. Elle fait fétiche beaucoup. Cet effet de psychose lié à l'image de la reine fonctionne plus comme un attribut de la magicienne que de la guerrière. Il est maintenu en outre jusqu'au dénouement de l'intrigue, où il va traduire la victoire des Azna contre la pénétration coloniale, une victoire qui est aussi celle d'Abdoulaye Mamani. Le romancier nigérien transfigure donc radicalement la matière historique de son roman,
convaincu que l'histoire telle qu'elle est rapportée dans les sources livresques est elle aussi idéologiquement engagée au service du colonialisme. Son roman se veut dès lors à la fois un instrument de révolte anticoloniale et un démenti contre l'historicité des événements tels qu'ils sont décrits dans les livres. Mais en réalité, l'objectif du roman de Mamani dépasse nettement la reconstruction d'une vérité historique. Au contraire, toute l'exaltation épique de l'image de la Saraounia est mise au service d'une vengeance qui se prépare tout au long du roman pour atteindre sa phase ultime, à l'issue de la bataille entre la mission coloniale et l'armée de la reine magicienne. La meilleure manière de venger la reine, dans l'optique de Mamani, va consister à faire de sa défaite aux armes une victoire idéologique. 3. Le roman de la vengeance. À la lecture de Saraounia, le lecteur est en général quelque peu dérouté au niveau du dénouement, tant il s'attendrait à ce que Saraounia et ses Asnars remportent la bataille qui constitue l'ultime étape de l'intrigue. C'est du reste l'attente la plus logique en relation avec la manière dont sont présentés les événements précédents, et qui correspond à une sorte d'équilibrage du rapport de force entre les deux groupes en présence. Cependant Mamani va reprendre le même fait que l'histoire. Saraounia est effectivement chassée dans la brousse tandis que la mission prend possession de sa cité, sans qu'à aucun moment cette fuite soit perçue comme une défaite. Au contraire, malgré la prise de Lougu, c'est le capitaine Voulet qui manifestera le sentiment d'une défaite. Funeste est l'idée que j'ai eue d'attaquer cette diabolique femelle. Mon armée est complètement désorganisée. Quelle déchéance! Ce n'est plus une armée, c'est une tribu de bohémiens. Ai-je donc surestimé nos forces? Peut-être bien que oui. J'ai cru forger des géants pour conquérir l'Afrique. Force est de constater que mes compagnons sont restés ridiculement petits et terre à terre. La fin du roman de Mamani est en fait la partie la plus révélatrice de la portée idéologique de l'œuvre du romancier nigérien. En effet, l'armée du capitaine Voulet va être d'abord couverte de ridicule par les ressources de l'écriture. Nous voyons bien que lorsque Saraounia se retranche dans la forêt, le personnage va pousser à son comble la panique qu'elle engendre chez des tirailleurs convaincus d'être exposés à des forces magiques et maléfiques. Il faut penser aussi à cette scène où le sergent Boutel, alors qu'il opérait une fouille de la cité conquise en compagnie d'un groupe de tirailleurs, a pensé vaincre les craintes et les hésitations de ces hommes en s'affublant d'un masque trouvé dans la case du fétiche de la Saraounia. C'est alors qu'il sentit 1000 pointes de feu lui labourer la chair. Une multitude de fourmis carnassières attirées par le sang de sacrifice versé sur le fétiche aux cérémonies de la veille, avaient élu domicile dans les cavités sombres du masque. Persuadés que le Toubabou, blanc, a été ensorcelé, ces tirailleurs qui n'en demandaient pas tant d'étalent à toute vitesse, abandonnant leur chef à la vengeance d'une Como. La plus grande conséquence de cette scène judicieusement incorporée dans le roman par Mamani, s'est traduite, comme on doit s'y attendre, par une mutinerie de l'essentiel de la troupe, soucieuse avant tout de sauver sa vie en refusant de continuer la mission. En cette désorganisation de la colonne d'occupation coloniale, il convient de voir déjà une première victoire de Saraounia. En effet, Lougu n'étant qu'à mi-chemin du trajet de la mission, on devine comment les autres royautés tireront profit de l'exemplarité de la résistance de la reine magicienne, comme d'ailleurs l'envisage le capitaine. La Saraounia vivante et libre dans la brousse, c'est un défi constant aux forces françaises dans ce pays. C'est un coup rude et permanent porté au prestige des Blancs. Bien entendu, les roitelets du Kachina et du Damagagam n'en seront que plus téméraires pour nous barrer la route. Même les régions déjà soumises tenteront de relever la tête et de renier leur pacte d'allégeance. D'autre part, même s'il n'y fait pas directement allusion dans le roman, qui s'arrête après la prise de Lougu et son abandon immédiat par la mission, Abdoulaye Mamani rattache néanmoins d'une manière quelque peu implicite son histoire à l'assassinat du capitaine Voulet intervenu à Maïjirgui et que les chroniqueurs indigènes attribuent à la sorcellerie de la Saraounia. D'un point de vue général donc, la véritable victoire de la reine magicienne consiste en cette image de résistante anticoloniale que lui octroie gracieusement l'univers symbolique du roman de Mamani, par opposition à celle de femme quasi anonyme qu'elle était dans l'histoire livresque. Cependant, la volonté de vengeance dans le roman de Mamani ne s'applique pas uniquement à l'occupation coloniale française, qui n'est pas non plus dans la vision du romancier la seule forme de colonisation dans le pays.
Saraounia va également s'élever contre l'endoctrinement de l'islam, pour montrer chez Abdoulaye Mamani une forme originale d'aspiration à l'identité culturelle. Il convient effectivement de souligner à cet égard que la quête de l'identité de l'écrivain africain, que beaucoup ont remarqué, consistait essentiellement en une recherche de soi, qui se cantonne uniquement en deçà de la colonisation occidentale. Cependant, chez le romancier nigérien, ce qu'il convient mieux d'appeler sa quête d'authenticité, va bien au-delà de la démarche commune, pour s'opposer à la culture musulmane au même degré qu'à la colonisation française. On y découvre également cet irrésistible désir de vengeance que véhicule l'ensemble du roman, au profit de l'image désormais symbolique de Saraounia, la reine magicienne. En effet, chez Mamani, Saraounia, si elle symbolise cette volonté contre l'occupation coloniale française, est aussi la reine d'un peuple animiste qui a plus d'une fois brisé les forces fanatiques venues du sud et du nord contre sa farouche résistance. Il faut relever les évocations innombrables dans le roman de toutes les batailles qu'a menées Saraounia, pour préserver les Azna des tentatives hegumoniques, dirigées contre eux par l'Empire islamique de Sokoto. Ainsi, du fait même qu'il a la volonté de montrer cette caractéristique d'hégémonie commune à la colonisation française et à l'expansionnisme islamique, Mamani utilise les mêmes ressources satiriques contre les Peuls, présentés dans le roman comme les partisans de l'islam. L'ironie et la badinerie perceptibles sous chaque évocation des marabouts de Sokoto, et même de ceux du Gobir, procèdent dans le roman de cette même intention du romancier de s'opposer à travers le personnage de Saraounia, à toute forme de colonisation. À cet égard, on portera l'attention logiquement sur l'intrigue de l'émissaire de Sokoto, que le romancier rattache judicieusement à l'action principale, et qui n'a réellement d'autre objectif que la traduction de la volonté qu'a Mamani de participer solidairement à l'idéal de liberté de la reine. Résister à tous les envahisseurs quels qu'ils soient. Dès lors qu'il apprend en effet que la reine maudite du Nord est menacée par des Blancs, l'émir de Sokoto va se dépêcher d'envoyer un émissaire vers la colonne du capitaine Voulet. Envoyons sans tarder une délégation aux ennemis de notre ennemi. Elle leur portera notre sainte bénédiction, et guidera leurs pas vers le repère de la sorcière. Cependant, dès qu'il est en contact avec la troupe, le capitaine Voulet est convaincu que l'envoyé de Sokoto est un espion. Il lui fait subir une série d'humiliations avant de le condamner à mort. À travers le sort de l'émissaire, c'est toute la cour de l'émir que ridiculise Mamani du fait de son initiative jugée inadmissible par le romancier. L'élan de solidarité des musulmans au profit de la force d'occupation, au-delà du fait qu'il s'attaque directement aux intérêts de la Saraounia et des Azna, est également perçu à plus grande échelle comme un acte de trahison, celle de tous les autochtones. Nous l'avons montré auparavant à propos des tirailleurs, qui ont collaboré avec les forces coloniales contre leurs propres frères. C'est en cela que le roman de Mamani se conçoit comme celui d'une double vengeance, mise au service de la réhabilitation de l'image d'une Saraounia résistante. Tout révolutionnaire qui lit Saraounia appréhende la somme de rancune et de rancœur qu'il y a dans ce livre. J'ai réglé le compte aux fanatiques actuels. J'ai posé le marabout de Sokoto contre les Azna. Cependant, au-delà du fait colonial singulier de Saraounia, c'est d'une libération de l'Afrique contemporaine qu'il s'agit, vue à travers l'espoir d'un militant qui dénonce en la couvrant de ridicule toute opposition à cet idéal, qu'elle soit étrangère ou autochtone. Ainsi, à chaque fois qu'il accapare cette verve ironique dans l'évocation de la colonne d'occupation et de la cour de Sokoto, on a l'impression d'entendre le rire moqueur permanent de Mamani savourant à la fois sa propre victoire et celle de Saraounia. Toute sa vie en effet, Abdoulaye Mamani l'a mise au service de la lutte pour l'autodétermination des pays d'Afrique, mais à égale mesure aussi contre toute forme d'oppression ou d'occupation. Son roman symbolise la marque romanesque de ce militantisme qui conduit l'écrivain nigérien à sillonner le monde entier, en côtoyant d'une manière permanente ces mouvements dits de libération nationale. Il convient de noter à cet effet que la boutade de Mamani, « Saraounia c'est moi », n'a jamais été aussi vraie que sur le plan idéologique, surtout dans les épanchements lyriques de la reine à travers les 2 dernières pages du roman. Frères et sœurs venus d'ailleurs, les porteurs esclaves et autres qui ont pu se libérer de la mission, vous êtes les bienvenus en terre Azna.
Nous n'avons pas le même parler, nous n'avons pas les mêmes croyances, mais nous avons la même volonté, celle de vivre libre. Adorez qui vous plaît, priez vos dieux de la manière que vous convient. Faites salam, adorez le ciel, la terre, le feu, la foudre ou le crocodile si le cœur vous en dit. Vos enfants grandiront avec les nôtres. Des liens familiaux se tisseront entre nous. Nous serons cousins, époux et parents dans la postérité. La véritable portée idéologique du roman de Mamani se trouve dans ces phrases de Sarah dont le romancier emprunte la voix. On y découvre un idéal ou une morale basée sur deux concepts fondamentaux, la liberté et l'unité, dont l'absence a empêché les populations autochtones d'opposer une grande résistance à l'occupation coloniale, et nous voulons, dira Mamani, l'inculquer aux jeunes pour qu'ils deviennent de bons Africains demain. Sarah n'est pas un livre qu'on lit comme un simple roman. C'est un livre de réflexion. 3. Boubou Ama, colonisation et conciliation. Comme nous l'avons déjà signalé, la représentation de l'époque coloniale comme matière principale du roman est très limitée dans la production romanesque nigérienne. Hormis le roman anticolonial d'Abdoulaye Mamani dont il a été question précédemment, seule l'œuvre romanesque de Boubou Ama porte un regard sur l'époque coloniale. Néanmoins, dans Kotianima tout comme dans l'extraordinaire aventure de Bikado, le romancier nigérien s'inspire directement de sa propre vie parce que l'époque coloniale, Boubou Ama l'a directement vécue. L'Afrique immense, mère des monstres, l'Afrique de l'esclavage, celle des guerres sanglantes, l'Afrique de la conquête, celle de la colonisation, pour moi, ne datait que d'hier, du temps de mon adolescence passée à l'école française qui ouvrit mon esprit sur le vaste monde des continents et de leurs hommes. Un jour, une nuit, je ne sais, je naquis dans un petit hameau de brousse africaine aux environs de l'année 1909. On tirait encore sur les bords du Niger, à Boubon, en pays Zarma et son rail, en 1906, les derniers coups de fusil de l'occupation. Même si ces premières lignes de Kotianima évoquent la brutalité de la rencontre entre l'Afrique et l'Europe à travers la colonisation, il ne faut surtout pas s'attendre à trouver dans l'œuvre de Boubou Ama les grands procès coloniaux auxquels nous ont habitués des romanciers anticolonialistes comme Mamani par exemple. Sur la colonisation, le regard du romancier nigérien se veut tout à fait équilibré. Autant qu'il déplore la brutalité et surtout les préjugés liés au fait colonial, Boubou Ama admet également dans la colonisation un aspect positif auquel n'est pas étrangère l'idée d'une rencontre de deux formes de civilisation, perçue dans ce qu'elle comporte comme enrichissement culturel. Pour le romancier nigérien, l'écriture romanesque se veut l'écho de la négritude telle qu'elle apparaît chez un Senghor, c'est-à-dire une réhabilitation culturelle de l'Afrique ternie par le préjugé précolonial du nègre bon sauvage. Cependant, cette négritude de Boubou Ama ne se fonde que sur l'espoir ou la certitude qu'entre l'Afrique et l'Europe, il y a, malgré les erreurs du passé attribuées à la bêtise humaine, la nécessité d'une rencontre plus amicale. Si donc, sous une forme narrative, je relate des faits inédits, c'est surtout pour réunir un ensemble d'éléments capables de me fournir la matière utile à la démonstration d'une thèse, la voie conciliante, nécessaire, qu'il faut instaurer par une synthèse entre l'Europe et l'Afrique. 1. Survivance de la négritude. À son origine, il convient de le rappeler, la négritude était un mouvement intellectuel et littéraire africain que Léopold Sédar Senghor définissait comme l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. En réaction contre les préjugés coloniaux qui l'ont engendré, le mouvement de la négritude avait pour objectif l'affirmation et la réhabilitation de l'identité culturelle noire. Cependant, comme le note fort justement dans son roman Africain et tradition Mohamedou Kane, le dessin de la négritude ne pouvait se faire que par le biais des traditions. Aussi est-il significatif qu'elle se manifeste plus par le roman, car où décrire, dit-il, les traditions mieux que dans ce genre. Ainsi, des années 30 aux années 50, toute la production romanesque africaine va indifféremment porter la marque de cette revalorisation de la culture africaine, que le romancier soit anticolonialiste ou ce que Mamani appelle le nègre contemplatif et pleurnichard. Chez Boubou Ama, même si son œuvre romanesque naît après l'indépendance, la peinture des traditions revient, mais pas uniquement sous forme d'évocation paradisiaque. Elle est plutôt un argument par lequel le romancier conteste le préjugé du nègre primitif, en vigueur à l'époque du fait colonial,
afin de mieux établir sa thèse de relativité et de complémentarité auxquelles sont astreintes toutes les civilisations du monde. 2. La mesure africaine et la mesure européenne. Dans l'œuvre romanesque de Boubou Ama, la réhabilitation de la culture africaine ne correspond pas exactement à la démarche adoptée par les romanciers des années 30, consistant à magnifier les traditions africaines pour mieux réagir contre le dénigrement culturel en vigueur à l'époque. L'objectif du romancier nigérien, s'il passe par l'évocation de l'Afrique traditionnelle à travers ses manifestations socioculturelles, se fonde surtout sur la présentation d'une manière d'être et de penser propre à l'Africain, sa mesure africaine, à côté de laquelle il place sans les opposer une mesure européenne, qui est également une façon spécifiquement européenne de voir les choses. Il en découle une écriture romanesque qui, si elle peint le royaume de l'enfance du romancier, s'attarde le plus souvent sur une réflexion qui compare les comportements de l'Africain et de l'Européen face à la même réalité. Si la pensée de l'Européen s'applique à l'objet, l'Africain son frère en scrute le reflet invisible. Si la puissance matérielle de l'Europe est incontestable, pourquoi refuser à l'Afrique une meilleure appréhension de la vie subjective ? L'homme n'est-il pas à mi-chemin ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.